Un nouvel employé m'a montré une photo de sa petite amie, tout excité par la femme incroyable qu'il avait rencontrée. Puis, j'ai vu la photo. C'était ma femme, souriante, dans la cuisine. Je l'ai reconnue instantanément. À ce moment précis, elle m'a envoyé un SMS pour me demander si je rentrerais tard. Alors, j'ai pris la décision qui a tout changé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Éloi, j'ai 49 ans, et il y a un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. La seconde exacte où un inconnu a tourné son téléphone vers moi, et, sans le savoir, m'a montré une photo de ma propre femme, souriant dans notre cuisine, comme si elle était la petite amie d'un autre homme. C'était un mardi ordinaire. J'étais dans la cafétéria de l'entreprise où je travaille depuis plus de 20 ans, mon plateau à la main, cherchant une place libre au milieu de l'agitation habituelle. J'ai vu une chaise vide à côté d'un nouvel employé, quelqu'un avec qui j'avais à peine échangé quelques mots depuis son arrivée, il y a quelques semaines. Il s'appelle Danilo, un jeune homme au sourire facile, dégageant cette énergie de quelqu'un qui sent que la vie lui sourit enfin. Je me suis assis, je l'ai salué poliment, et nous avons commencé à parler de choses sans importance, la météo, la lourdeur du service du matin, ou encore la nourriture de la cafétéria qui ne change jamais. Puis, sans que je lui demande quoi que ce soit, Danilo a baissé la voix, comme quelqu'un qui garde un secret qu'il ne peut plus contenir. Et il m'a dit, les yeux brillants, mec, il faut que je te dise un truc. J'ai rencontré une femme incroyable. Elle adore cuisiner, elle vit dans un immense appartement, et j'ai l'impression que, cette fois, c'est différent, tu vois. J'ai souri. Je lui ai dit que j'étais content pour lui, sans imaginer ce qui allait suivre. Il a sorti son téléphone, a cherché quelque chose dans sa galerie avec l'excitation d'un adolescent amoureux, et a tourné l'écran vers moi. Ce fut l'affaire d'une seconde qui a semblé durer une éternité. Elle était là, souriante, debout dans une cuisine que j'ai reconnue instantanément, car c'est la même cuisine où je prends mon petit déjeuner chaque matin, où elle prépare le café pendant que je lasse mes chaussures pour aller travailler. C'était ma femme, Marila. Mon cœur a raté un battement, si fort que j'ai cru que Danilo le remarquerait sur mon visage, mais je n'ai rien dit, j'en étais incapable. Mon cerveau essayait de traiter ce que mes yeux voyaient, cherchant une explication logique, une coïncidence raisonnable. Peut-être que c'était une femme qui lui ressemblait. Peut-être que la cuisine ressemblait simplement à la nôtre. Mais, je connaissais ces carreaux blancs, cette fenêtre avec le rideau jaune que Marila avait choisi l'année dernière, et cette coupe à fruits en céramique que je lui avais offerte pour notre 15e anniversaire. Il n'y avait aucun doute possible, c'était bien elle. Et, comme si le destin voulait se moquer de moi au pire moment possible, à cet instant précis, mon téléphone portable a vibré sur la table. J'ai baissé les yeux presque automatiquement, et j'ai vu le nom qui m'avait donné le plus de confiance au cours des 20 dernières années de ma vie, Marila. Le message disait simplement, mon amour, vas-tu rentrer tard aujourd'hui? Je veux savoir si je dois t'attendre pour le dîner. J'ai senti l'air de la cafétéria devenir lourd, comme si tous les sons autour de moi s'étaient soudainement estompés, et que seul restait l'écho de cette question innocente du quotidien, écrite par la même femme que j'avais vue, quelques minutes auparavant, sourire sur le téléphone d'un autre homme. Danilo continuait de parler, me donnant des détails, comment elle était attentionnée, à quel point elle cuisinait bien, comment il se sentait bien à ses côtés, sans avoir la moindre idée qu'il décrivait, phrase après phrase, ma propre femme. J'aurais pu me lever de cette table, à ce moment-là. J'aurais pu crier, exiger des réponses, sortir mon téléphone, et appeler Marila juste là, devant Danilo, pour tout exposer d'un coup. N'importe quel homme, à ma place, aurait ressenti le besoin d'exploser. Et je l'ai ressenti aussi, croyez-moi. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, comme un feu suppliant de sortir. Mais, quelque chose en moi, peut-être les années, peut-être l'expérience de voir les autres faire des erreurs en agissant sans réfléchir, m'a arrêté. J'ai pris une grande inspiration, j'ai simulé un sourire, et j'ai dit à Danilo qu'elle semblait être une femme spéciale, et que j'espérais que les choses se passeraient bien pour lui. Mes mots sonnaient naturels, calmes, bien qu'à l'intérieur, je sentais que quelque chose s'était brisé en 1000 morceaux. Je lui ai demandé, avec un ton désinvolte qui m'a été très difficile à simuler, depuis combien de temps ils se connaissaient, comment ils s'étaient rencontrés, et quels projets ils avaient. Chacune de ces réponses était un nouveau coup de poignard, une nouvelle confirmation que mon mariage, celui que je croyais si solide après tant d'années, s'effondrait sous mes propres yeux, sans que je ne l'aie vu venir.
J'ai terminé mon déjeuner en goûtant à peine ce que je mangeais. J'ai dit au revoir à Danilo avec une poignée de main, et un sourire que je ne pensais pas, tandis que mon esprit travaillait déjà à plein régime, élaborant un plan. Car, à ce moment-là, j'ai pris une décision importante. Je n'allais pas rentrer chez moi ce soir-là et exploser de rage, en exigeant des explications qui seraient, probablement, accompagnées de mensonges bien répétés. J'allais faire quelque chose de différent. J'allais observer. J'allais enquêter. J'allais découvrir jusqu'où allait ce mensonge, avant de faire le moindre faux pas. Je suis retourné à mon bureau, mon téléphone à la main, regardant ce dernier message de Marilla, me demandant si je rentrerais tard. Et, pour la première fois depuis longtemps, je lui ai répondu par mon propre mensonge, « Ne t'inquiète pas, mon amour, je serai à la maison à l'heure habituelle. » En écrivant ces mots, je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je n'étais plus le même homme qui s'était assis pour déjeuner cet après-midi-là. Maintenant, j'avais une mission, et j'étais déterminé à découvrir, jusqu'au bout, la profondeur de la trahison qu'il venait, sans le vouloir, de me révéler. Cet après-midi-là, assis dans mon bureau, la porte fermée, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans les pensées qui se bousculaient dans ma tête. J'avais besoin de comprendre comment nous en étions arrivés là, car, pour comprendre une trahison, il faut d'abord repenser aux petits détails que l'on ignore, lorsque l'on est trop occupé à vivre au jour le jour. Marilla et moi sommes mariés depuis 22 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux environ 27 ans, à une époque où je commençais tout juste à m'établir dans cette même entreprise, où je travaille encore aujourd'hui. Elle travaillait dans une boutique près de mon ancien appartement, et je passais devant cette vitrine tous les jours, inventant des excuses pour entrer et la voir, jusqu'à ce qu'un jour, je trouve le courage de l'inviter à prendre un café. Depuis, nous avons construit une vie ensemble. Nous avons acheté notre maison, élevé nos 2 enfants qui sont maintenant adultes et vivent de leur côté. Et, nous avons traversé les hauts et les bas normaux de tout long mariage. Du moins, c'est ce que je pensais. Au cours des derniers mois, cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère de notre maison. De petites choses qui ne semblaient pas suffisantes pour éveiller les soupçons sur le moment, mais qui maintenant, avec l'image de cette photo encore coincée dans mon esprit, commençaient à prendre un sens complètement différent. Marilla avait commencé à sortir plus souvent avec des amis. Du moins, c'est ce qu'elle disait, les mardis et jeudis après-midi, précisément les jours où je travaillais plus tard, en raison des réunions de clôture de secteur. Elle rentrait toujours avant moi. Je n'avais donc jamais le moyen de vérifier quoi que ce soit. Quand je lui demandais avec qui elle était, elle mentionnait des noms que je connaissais vaguement, des femmes du quartier ou d'anciennes collègues de travail. Et moi, confiant comme toujours, je n'ai jamais douté de ses paroles. Je me suis aussi rappelé que, depuis environ 3 mois, Marilla avait changé sa façon d'utiliser son téléphone. Avant, elle le laissait sur la table de la salle à manger sans s'en soucier. Parfois même, elle me demandait de le lui apporter, quand elle était dans la cuisine. Mais dernièrement, elle le gardait toujours sur elle, même pour aller aux toilettes. Et, lorsqu'elle recevait un message pendant que nous regardions la télévision ensemble, elle détournait l'écran presque instinctivement, un geste automatique que j'avais attribué, à l'époque, à la fatigue ou à l'habitude, sans y prêter beaucoup d'attention. Un autre détail, qui me revenait maintenant en force, concernait les dépenses. Marilla avait commencé à acheter de nouveaux vêtements plus fréquemment, des parfums que je ne me souvenais pas lui avoir offerts, et, à quelques reprises, j'ai trouvé des reçus de restaurants pour le déjeuner, dans des endroits qui étaient loin du quartier où elle disait faire ses courses. Quand je lui ai posé la question par curiosité, elle m'a expliqué qu'elle avait déjeuné avec une amie qui traversait une période difficile et qui avait besoin de compagnie. Cela semblait raisonnable. Cela ressemblait à la Marilla habituelle, généreuse, attentionnée envers les autres. Jamais, jusqu'à ce jour dans la cafétéria de l'entreprise, je n'avais eu de véritable raison de douter d'elle. J'ai aussi pensé à Danilo, à ce qu'il m'avait dit sur cette femme incroyable qu'il avait rencontrée. Il a dit qu'il s'était déjà vu plusieurs fois, qu'elle vivait dans un immense appartement, ce qui ne correspondait pas à notre maison, une demeure à 2 étages en banlieue, et non un appartement. Cette petite incohérence m'a donné un premier indice. Peut-être que Marilla ne voyait pas Danilo chez nous, mais dans un autre endroit, possiblement emprunté ou loué pour l'occasion. L'idée qu'il y ait un espace dédié exclusivement à cette liaison m'a retourné l'estomac, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai alors décidé que je ne pouvais pas me contenter de soupçons et de souvenirs épars. J'avais besoin de confirmer chaque pièce de ce puzzle, étape par étape, avant de faire le moindre faux pas.
Pour cela, j'ai pensé à la seule personne en qui j'avais vraiment confiance au sein de l'entreprise, Umberto, mon collègue depuis plus de 15 ans. Quelqu'un qui me connaissait bien, et qui avait aussi une capacité enviable à détecter les mensonges et les schémas qui m'échappaient. Je l'ai appelé le même après-midi, et je lui ai demandé de me retrouver après le travail, dans le petit bar que nous fréquentions le vendredi, pour boire un verre et parler de la semaine. Je ne lui ai donné aucun détail au téléphone. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose d'important. Lorsqu'il est arrivé, j'ai remarqué l'inquiétude sur son visage, dès qu'il m'a vu assis à la table du fond, le regard perdu, avec 2 bières déjà sur la table. Je lui ai tout raconté depuis le début. La photo, la cuisine que j'ai reconnue instantanément. Le message de Marilla, arrivant juste à ce moment-là. Ma décision de ne pas exploser sur le champ. Umberto m'a écouté en silence, sans m'interrompre, avec cette expression sérieuse que je ne lui avais vue qu'à de rares occasions. Quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux pendant quelques secondes, comme pour organiser ses propres pensées, puis, il a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma tête, « Éloi, si tu agis sous le coup de la colère maintenant, elle va réaliser que tu sais. Et elle aura le temps de monter une histoire parfaite, avant que tu puisses la confronter avec de vraies preuves. Tu as besoin de patience, tu dois jouer à ce jeu mieux qu'elle ne le fait. » Ces mots ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre de la part de quelqu'un d'autre, pour me sentir sûr de ma décision. Umberto a proposé de m'aider, me rappelant qu'il connaissait des gens dans le quartier où Marilla disait retrouver ses amis, et que nous pourrions peut-être commencer par là, avec des questions discrètes, sans éveiller le moindre soupçon. Ce soir-là, quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai trouvé Marilla dans la cuisine, préparant le dîner, comme n'importe quel autre jour. Elle m'a accueilli avec un baiser sur la joue et un sourire chaleureux, me demandant comment s'était passée ma journée, complètement ignorante du fait que je savais déjà quelque chose qui changerait tout entre nous. Je l'ai regardée pendant quelques secondes de plus que d'habitude, cherchant sur son visage le moindre signe, la moindre trace de culpabilité ou de nervosité, mais je n'ai rien trouvé. Sa performance était parfaite, si naturelle que, si je n'avais pas vu cette photo de mes propres yeux, je n'aurais jamais rien soupçonné. J'ai mangé en silence ce soir-là, répondant par des monosyllabes à ses questions, simulant l'épuisement lié au travail. En la regardant se déplacer dans la cuisine, la même cuisine que Danilo avait vue sur cette photographie, j'ai senti que quelque chose en moi s'endurcissait, se préparant à ce qui allait arriver. Je n'étais plus le mari confiant que j'avais toujours été. À partir de cette nuit-là, je serais un observateur silencieux et patient, déterminé à découvrir jusqu'au moindre détail de ce mensonge, avant de porter le coup de grâce. Les jours suivants, j'ai vécu comme si j'étais dans 2 vies différentes. À l'extérieur, j'étais le Éloi de toujours. J'allais au travail, je saluais mes collègues, je déjeunais à la cafétéria de l'entreprise. Je me suis même assis près de Danilo à quelques reprises, l'écoutant parler avec un enthousiasme qui ne me surprenait plus, mais que j'analysais maintenant avec froideur, cherchant chaque détail qui pourrait servir de pièce au puzzle. À l'intérieur, cependant, j'étais un homme complètement différent, alerte, observateur, calculant chaque mot avant de le prononcer, aussi bien au bureau que dans ma propre maison. Umberto a tenu parole. 2 jours après notre conversation au bar, il m'a appelé le soir, avec une voix qui mêlait prudence et nervosité. Il m'a dit qu'il avait parlé, sans éveiller de soupçon, à une de ses connaissances qui vivait dans le même quartier où Marilla disait retrouver ses amis, les mardis et jeudis. Selon ce voisin, dans un immeuble d'appartements relativement récent, à environ 15 pâtés de maison de chez nous, une femme correspondant à la description physique de Marilla avait été vue entrer plusieurs fois, toujours vers 4 heures de l'après-midi. Et toujours accompagnée d'un jeune homme qui correspondait parfaitement à l'âge et à l'apparence de Danilo. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds en entendant cette confirmation. C'était une chose de soupçonner, d'imaginer, de relier les points dans ma tête pendant les nuits d'insomnie. C'en était une autre, totalement différente, d'entendre de la bouche de quelqu'un d'étranger à toute cette histoire qu'il y avait bel et bien un endroit, une heure, un schéma répété qui correspondait exactement au jour où Marilla prétendait être avec ses amis. J'ai remercié Umberto pour son aide, et je lui ai demandé, presque en le suppliant, de garder cela entre nous, jusqu'à ce que j'aie suffisamment de preuves pour agir, sans laisser de place aux doutes ou aux mensonges improvisés. Cette même semaine, j'ai décidé de franchir une étape plus risquée, rendre visite à Vilma, la voisine et amie de longue date de Marilla, une femme d'un certain âge, du genre qui connaît tous les secrets du quartier, non pas parce qu'elle les cherche, mais simplement parce que la vie les place devant elle.
Vilma nous avait toujours traités avec affection. Elle était présente à notre mariage, il y a plus de 2 décennies, et bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches, je savais qu'elle me faisait suffisamment confiance pour parler franchement, si je trouvais le bon moment. J'ai profité d'un après-midi où Marilla était sortie faire les courses de la semaine pour rendre visite à Vilma, avec l'excuse de lui emprunter un outil. Je devais soi-disant réparer quelque chose dans le jardin. Nous nous sommes assis dans son patio, buvant du café, parlant d'abord de choses sans importance, la météo, les prix qui ne cessent d'augmenter, les commérages habituels du quartier. Mais, petit à petit, j'ai orienté la conversation vers Marilla, demandant d'un ton désinvolte comment elle allait dernièrement, si elle semblait bien, si elle passait du temps ensemble comme avant. Vilma, sans se douter le moins du monde de mes véritables intentions, a commenté qu'elle s'était à peine vue depuis un moment, que Marilla était toujours occupée, et qu'elle l'avait même invitée à prendre un café 1 ou 2 mardis récents, mais que celle-ci avait décliné l'invitation, disant qu'elle avait des engagements préalables. Ce mot, engagement, a résonné dans ma tête comme une cloche. Car, si Marilla disait à Vilma qu'elle avait des engagements, et qu'en même temps, elle me disait qu'elle était avec Vilma ou d'autres amis du quartier, alors le mensonge ne tenait que parce qu'aucune des 2 parties ne comparait ces histoires, jusqu'à présent. J'ai remercié Vilma pour le café et pour l'outil dont je faisais semblant d'avoir besoin, et je suis rentré chez moi avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de tristesse et de détermination que je ne savais pas trop comment nommer. Chaque nouvelle pièce que je trouvais confirmait ce que je soupçonnais déjà. Mais cela m'éloignait aussi un peu plus de la possibilité que tout cela ne soit qu'un malentendu, une explication innocente que je n'avais tout simplement pas envisagée. Cette nuit-là, pendant que Marilla dormait à mes côtés, respirant paisiblement avec le calme de quelqu'un qui ne porte aucun poids sur sa conscience, je suis resté éveillé à fixer le plafond, passant mentalement en revue chaque conversation, chaque geste, chaque petite incohérence des derniers mois. J'ai pensé à nos enfants, à ce que cela signifierait pour eux de découvrir que leur mère, la femme qui prêchait toujours l'honnêteté et les valeurs à la maison, menait une double vie. J'ai aussi pensé aux 22 années que nous avions construites ensemble, aux sacrifices, aux nuits à l'hôpital quand notre plus jeune fils était gravement malade, étant enfant. Les voyages que nous avions faits en économisant sou par sou. Tout cela semblait soudainement se trouver sous l'ombre d'un mensonge que je commençais tout juste à démêler. Le lendemain, à l'entreprise, j'ai décidé d'approcher de nouveau Danilo, cette fois avec une stratégie plus définie. Je l'ai invité à prendre un café pendant la pause de l'après-midi, loin de l'agitation de la cafétéria, dans un espace plus calme où nous pouvions parler tranquillement. Il a accepté volontiers, sans doute flatté qu'un collègue ayant plus d'expérience, et plus d'années d'ancienneté dans l'entreprise, lui prête attention de cette manière. J'ai commencé par lui demander, sur le ton d'un conseiller amical, comment se passaient les choses avec cette femme dont il m'avait parlé, simulant un intérêt sincère pour son bonheur. Danilo, avec une naïveté que seule l'inexpérience peut procurer, m'a donné plus de détails que je ne l'espérais. Il m'a dit qu'ils s'étaient rencontrés via une application de rencontre, il y a un peu plus de 2 mois, qu'au début, elle avait été réservée sur sa vie personnelle, évitant de parler de son travail ou de sa famille, mais qu'elle s'était peu à peu ouverte. Il m'a avoué qu'à quelques reprises, il avait senti que quelque chose clochait. Par exemple, lorsqu'elle lui avait demandé de ne jamais l'appeler au téléphone sans lui avoir envoyé un SMS au préalable, ou lorsqu'elle avait catégoriquement refusé de le présenter à des amis communs ou à des connaissances. Chaque mot qui sortait de la bouche de Danilo était une nouvelle preuve, une nouvelle brique dans le mur de certitude que je construisais. Une femme qui demande à ne pas être appelée sans préavis est une femme qui prend un soin extrême à ce que les 2 pans de sa vie ne se touchent jamais. Je lui ai demandé, en essayant de paraître aussi naturel que possible, s'il savait où elle vivait exactement. Et Danilo, en toute confiance, a décrit le même immeuble d'appartement qu'Umberto avait mentionné quelques jours auparavant, celui situé à 15 pâtés de maison de chez moi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de simples soupçons éparpillés. J'avais un modèle de comportement, un lieu, une heure, un témoin indirect en la personne de Vilma, et maintenant, la confirmation directe de la propre bouche de Danilo, qui, sans le savoir, me remettait pièce par pièce la carte complète de la trahison de ma femme. La seule chose dont j'avais besoin, c'était de le voir de mes propres yeux. D'avoir une preuve irréfutable, qui ne laisserait place à aucun doute, aucune excuse, aucun mensonge, aussi bien ficelé soit-il, que Marilla pourrait inventer si je la confrontais sans base solide. Cet après-midi-là, de retour dans mon bureau, j'ai envoyé un message à Umberto, lui demandant de me retrouver à nouveau. Le moment était venu de passer de l'enquête passive à un plan concret. Un plan qui me permettrait d'être au bon endroit, au bon moment,
pour enfin voir de mes propres yeux ce que mon cœur savait déjà, mais que mon esprit, têtu et blessé, refusait encore d'accepter pleinement. Umberto a accepté de me voir le soir même. Cette fois, pas dans notre bar habituel, mais chez lui, loin des oreilles indiscrètes et de la possibilité qu'une connaissance nous voie ensemble, et dise quelque chose qui pourrait, involontairement, parvenir à Marilla. Sa femme nous a laissés seuls dans le petit bureau qu'il avait aménagé dans le garage, avec 2 tasses de café sur la table, et un lourd silence qui a duré plusieurs secondes, avant que je ne commence à parler. Je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert avec Danilo. L'immeuble d'appartement, la règle des pas d'appel sans préavis, le refus de le présenter à ses proches. Umberto m'a écouté les bras croisés, hochant lentement la tête, comme quelqu'un qui assemble un puzzle dans sa tête, au même rythme que je le lui décrivais. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un instant, puis, il a dit quelque chose qui a complètement changé le cours de mon plan. Éloi, tu as assez d'éléments pour soupçonner avec une certitude absolue, mais tu n'as toujours rien que tu puisses mettre sur la table devant elle, sans qu'elle ne nie tout en bloc. Tu dois la voir là-bas, dans cet appartement, de tes propres yeux. Ou tu as besoin d'une preuve qu'elle ne pourra pas expliquer. Il avait raison. Les mots de Vilma, les souvenirs de Danilo, les schémas de comportement, tout cela n'était que des pièces détachées qui, ensemble, formaient une image claire pour moi. Mais, face à Marilla, elle pourrait s'effondrer avec 1 ou 2 phrases bien construites. Ce ne sont que des commérages de quartier, des coïncidences, des malentendus, pourrait-elle dire. Et, sans preuve concrète, je finirais par douter de moi-même à nouveau. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Nous avons alors décidé d'un plan plus risqué. Le mardi suivant, le jour où Marilla sortait habituellement avec ses amis, je prétexterais avoir une réunion de travail tardive, ce qui n'éveillerait aucun soupçon, car cela s'était déjà produit à de nombreuses reprises pour de vraies raisons. Au lieu de rester au bureau, Umberto me prêterait sa voiture, un véhicule que Marilla ne reconnaîtrait pas, et je me posterais près de l'immeuble d'appartement que Vilma et Danilo avaient mentionné, attendant de confirmer de mes propres yeux ce que je soupçonnais déjà, l'âme brisée. Les jours qui ont précédé ce mardi ont été, sans exagération, les plus longs de ma vie. Chaque dîner avec Marilla ressemblait à une performance, une pièce de théâtre dans laquelle nous feignions tous les deux la normalité, sans savoir que l'autre jouait déjà un rôle. Elle me posait des questions sur le travail, me demandait si tout allait bien, remarquant peut-être quelque chose de différent dans mon comportement. Une distance que j'essayais de cacher avec de faux sourires et des réponses courtes. À quelques reprises, elle m'a demandé directement si quelque chose n'allait pas, et moi, le cœur lourd, je répondais que ce n'était que de la fatigue, beaucoup de travail accumulé, rien d'inquiétant. Le plus dur n'était pas de mentir sur le travail. Le plus dur, c'était de continuer à partager un lit avec elle, d'entendre sa voix dire « Je t'aime » avant de nous endormir, de recevoir un baiser de bonne nuit de la même bouche qui, selon toutes les preuves que j'avais rassemblées, murmurait des mots similaires à un autre homme quelques heures auparavant. Il y a eu des nuits où j'ai dû retenir mes larmes en silence, lui tournant le dos dans le lit, faisant semblant de dormir pour qu'elle ne remarque pas le poids que je portais. J'ai aussi beaucoup pensé à nos enfants pendant ces jours-là. Ma fille aînée, qui vit dans une autre ville pour le travail, m'appelait tous les dimanches comme d'habitude, et je devais avoir l'air normal, raconter une anecdote sans importance, sans révéler la moindre once de ce qui se passait à la maison. Mon plus jeune fils, qui vit plus près, est venu nous rendre visite un week-end, et le voir assis à table avec sa mère, riant de ses blagues, complètement inconscient de la tempête qui se préparait, m'a brisé l'âme d'une manière que je ne croyais pas possible. Finalement, le mardi convenu est arrivé. Ce matin-là, avant de quitter la maison, j'ai observé Marilla plus attentivement que d'habitude, alors qu'elle se préparait pour sa supposée sortie entre amis. J'ai remarqué qu'elle avait mis un parfum différent de celui qu'elle utilisait habituellement, quelque chose de plus doux, de plus intense, que je ne me souvenais pas avoir senti sur elle ces dernières années. J'ai aussi remarqué qu'elle avait choisi une robe qu'elle réservait généralement pour les grandes occasions, et non les vêtements décontractés qu'elle portait pour aller prendre un café avec son ami du quartier. Chaque détail, aussi petit soit-il, s'ajoutait à la pile de preuves que j'avais déjà construite dans ma tête. Je suis arrivé au bureau comme n'importe quel autre jour. J'ai travaillé avec mon esprit partagé entre mes responsabilités, et les nerfs que je sentais grandir dans ma poitrine au fil des heures. À 15 heures, j'ai dit à mon supérieur direct que j'avais une affaire familiale urgente à régler, chose inhabituelle pour moi, car j'avais toujours été connu pour ma ponctualité et mon engagement au travail. Personne n'a rien soupçonné de bizarre. Mes antécédents plaidaient en ma faveur.
J'ai récupéré la voiture d'Umberto, qui a insisté pour m'accompagner sur une partie du trajet, m'attendant dans un café voisin au cas où j'aurais besoin de soutien, ou pire, de premiers soins émotionnels, si les choses se confirmaient de la pire des manières. Je me suis garé à un demi-pâté de maison de l'immeuble d'appartement, dans un endroit discret d'où je pouvais surveiller l'entrée principale, sans être facilement remarqué. Mon cœur battait si vite que je pouvais sentir mon pouls résonner dans mes oreilles. J'ai attendu pendant près de 40 minutes, chacune d'elles me semblant durer une heure entière. Je regardais ma montre constamment, doutant de ma propre décision, me demandant si je ne réagissais pas de manière excessive, s'il n'y avait pas, après tout, une explication raisonnable. Mais, à 16h10, je l'ai vue. Marilla, marchant sur le trottoir dans cette robe spéciale que j'avais remarquée le matin même, avec le même sac à main qu'elle portait habituellement pour les grandes occasions, se dirigeant droit vers l'entrée du bâtiment sans aucune hésitation. Comme quelqu'un qui connaît parfaitement le chemin, parce qu'il l'a emprunté de nombreuses fois auparavant. J'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait un instant. Malgré toutes les preuves, tous les témoignages, toutes les incohérences que j'avais rassemblées, une partie de moi, la plus naïve et la plus aimante, s'accrochait encore à l'espoir que je me trompais. Cet espoir s'est brisé en 1000 morceaux en la voyant entrer dans le bâtiment si naturellement, saluant même le portier d'un geste familier, comme quelqu'un qui faisait déjà partie des habitués de ce lieu. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je ne l'ai pas suivi à l'intérieur. Je savais qu'y aller à ce moment-là, sans autre preuve que ma propre présence, ne ferait que déclencher un chaos dont elle pourrait s'échapper avec des explications bancales, gagnant du temps, réorganisant sa version des faits. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose de définitif. Alors, j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai vu Danilo arriver, marchant d'un pas pressé, vérifiant nerveusement son téléphone avant de le mettre dans sa poche, et entrant dans le même bâtiment, avec la même familiarité que Marilla avait montré quelques minutes plus tôt. C'était là, juste sous mes yeux, la confirmation absolue de tout ce que j'avais redouté au cours des dernières semaines. Ma femme et un nouvel employé de mon entreprise, se rencontrant en secret dans un appartement qu'ils partageaient clairement comme leur refuge de mensonges. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes, et j'ai pris une photo du bâtiment, avec l'heure exacte affichée sur l'écran, documentant chaque détail qui pourrait servir de preuve irréfutable. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, bien que j'aie senti les larmes lutter pour sortir. Au lieu de cela, j'ai senti un calme étrange s'emparer de moi, une froide détermination qui a remplacé la douleur initiale. Il ne s'agissait plus de soupçons ou de rumeurs de quartier. Je l'avais vu de mes propres yeux. Maintenant, tout ce qu'il me restait à faire, c'était de décider comment et quand j'allais utiliser cette vérité, pour changer le cours de ma vie pour toujours. Je suis resté dans la voiture pendant presque une heure encore après avoir vu Danilo entrer dans le bâtiment, ne sachant pas exactement ce que j'espérais accomplir en faisant cela, si ce n'est, peut-être, d'absorber le coup petit à petit, au lieu de le laisser m'abattre d'un seul coup. Umberto m'a appelé 2 fois pendant ce laps de temps, inquiet parce que je n'étais pas retourné au café où nous avions convenu de nous retrouver. Et, quand j'ai finalement démarré la voiture et conduit jusqu'à l'endroit où il m'attendait, je n'ai pas eu besoin de prononcer un seul mot. Mon visage devait refléter tout ce dont j'avais été témoin, car, dès qu'il m'a vu sortir du véhicule, il s'est levé de table et m'a pris dans ses bras, en silence. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait au cours des 15 années que nous nous connaissions. Je ne suis pas rentré directement à la maison ce soir-là. J'ai envoyé un message à Marilla, lui disant que la réunion de travail avait duré plus longtemps que prévu, et que j'allais manger un morceau sur le pouce au bureau avant de partir. Elle a répondu avec une normalité absolue, me demandant si tout allait bien, si j'avais besoin qu'elle me garde une part de dîner. Des mots si banals, si pleins d'affection apparente, qu'il a été incroyablement difficile de ne pas lui écrire en retour tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu cet après-midi-là. Mais je me suis retenu. Je me suis souvenu des mots d'Umberto. La patience était mon arme la plus puissante à ce moment-là, et la gaspiller dans un message impulsif ne ferait que ruiner des mois de patience accumulés, en l'espace de quelques secondes. J'ai passé encore quelques heures avec Umberto, à parler de ce que je devais faire à partir de maintenant. J'avais déjà la confirmation visuelle, la photo du bâtiment avec l'horodatage, les témoignages de Vilma et du voisin qu'Umberto avait contacté, plus toutes les informations que Danilo, sans le savoir, m'avait fournies sur sa relation avec cette femme incroyable, qui s'était avérée être ma femme. Mais, Umberto a insisté sur un point que j'ai trouvé crucial. J'avais besoin de plus d'une seule visite pour monter un dossier solide. Un cas isolé pourrait être justifié, bien qu'avec difficulté. Mais un schéma répété,
documenté à plus d'une reprise, ne laisserait place à aucune excuse. Nous avons donc décidé de prolonger l'enquête d'une semaine supplémentaire. Le jeudi suivant, l'autre jour que Marilla réservait habituellement pour ses prétendues sorties entre amis, j'ai répété le même processus. J'ai inventé une excuse raisonnable au travail, j'ai de nouveau emprunté la voiture d'Umberto, et je me suis posté au même endroit discret près du bâtiment. Cette fois, je n'ai pas eu à attendre aussi longtemps. À 16h05, Marilla est apparue, marchant sur le même trottoir, dans une robe différente. Cette fois, plus décontractée, mais tout aussi soigneusement apprêtée, et elle est entrée dans le bâtiment avec la même familiarité qu'elle avait montrée le mardi précédent. 15 minutes plus tard, Danilo est arrivé. Cette fois, il portait un petit sac provenant d'une boulangerie très connue du centre-ville, comme quelqu'un qui apporte une petite douceur pour un rendez-vous spécial. J'ai de nouveau tout documenté avec des photos discrètes prises depuis la voiture, en m'assurant de capturer les heures exactes, les visages, l'entrée du bâtiment. Le schéma se répétait avec une précision douloureuse, les mêmes jours, la même heure, le même endroit, les mêmes protagonistes de l'histoire qui se déroulaient dans mon dos, depuis je ne sais combien de temps. Pendant cette semaine-là, alors que je rassemblais tranquillement des preuves, j'ai aussi commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Marilla à la maison. Une nuit, pendant qu'elle dormait, son téléphone a vibré sur la table de nuit avec une notification. Je ne voulais pas le vérifier directement. Je sentais que franchir cette ligne sans preuve supplémentaire pourrait me trahir avant que le moment ne soit venu, si elle se rendait compte que son téléphone avait été touché. Mais, j'ai réussi à voir, du coin de l'œil, un fragment du message sur l'écran de verrouillage, « Tu me manques déjà. » À mardi. Le nom de l'expéditeur était caché par les paramètres de confidentialité de son téléphone, mais je n'avais pas besoin de voir le nom complet pour savoir exactement de qui il venait. Ce petit fragment de message, vu par accident, a solidifié dans mon esprit quelque chose que je savais déjà, mais que je ressentais maintenant avec une clarté atrocement vive. Ce n'était pas une erreur passagère, un moment de faiblesse isolé. C'était une relation continue, soigneusement planifiée, avec un lieu fixe, avec une routine établie, qui durait, selon mes calculs basés sur ce que Danilo m'avait dit de la durée de leur fréquentation, depuis au moins 2 mois. J'ai alors décidé de franchir une autre étape dans mon enquête, une étape qui m'a fait ressentir un certain malaise moral, mais que j'ai estimé nécessaire, compte tenu de l'ampleur de ce qui était en jeu. J'ai demandé à Umberto de m'aider à découvrir, par l'intermédiaire de sa connaissance dans le quartier, si cet appartement était effectivement loué au nom de Marilla, au nom de Danilo, ou à celui d'une tierce personne qui pourrait faciliter leur rencontre. Umberto, grâce à ses relations, a réussi à découvrir que l'appartement avait été loué depuis un peu plus de 2 mois, au nom d'une société de location temporaire, payée en espèces, sans contrat à long terme. Exactement le type d'arrangement que quelqu'un choisirait s'il voulait garder un lieu de rendez-vous complètement discret, sans laisser de traces facilement repérables. Avec cette information en plus, et bien moins de tranquillité d'esprit sur le plan émotionnel, j'ai senti que j'avais toutes les pièces nécessaires pour comprendre l'ampleur totale de ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une attirance passagère ou un flirt inoffensif. C'était une infrastructure complète, soigneusement assemblée, maintenue dans le temps, conçue spécifiquement pour que je ne le découvre jamais. Pendant ce temps, au bureau, ma relation avec Danilo était paradoxalement devenue plus étroite. Il continuait à venir me voir pour me parler de sa petite amie, tout excité, me racontant comment les choses allaient de mieux en mieux, comment il sentait que cette femme pourrait enfin être la personne avec qui il pourrait fonder une famille. Chacun de ces mots était un couteau silencieux. Mais j'avais appris à contrôler mon visage, à sourire au bon moment, à poser des questions qui semblaient témoigner de l'intérêt sincère d'un collègue plus âgé, donnant des conseils à un plus jeune. Alors qu'en réalité, j'extrayais des informations précieuses, pièce par pièce. Lors d'une de ces conversations, Danilo m'a avoué quelque chose qui m'a laissé songeur pendant des jours. Il m'a dit qu'il sentait que sa petite amie portait une sorte de secret. Que parfois, il remarquait qu'elle était distraite, comme si quelque chose pesait sur sa conscience, mais qu'à chaque fois qu'il lui posait la question, elle changeait rapidement de sujet, ou lui assurait que tout allait bien. Je me suis demandé en silence si ce fardeau, dont parlait Danilo, n'était tout simplement pas le poids naturel de mener une double vie, de mentir constamment à 2 hommes qui lui faisaient confiance, de manière complètement différente. J'ai également commencé à remarquer que Marilla, à la maison, semblait de plus en plus nerveuse lorsque nous abordions des sujets liés à l'argent, ou aux dépenses du ménage. Une fois, en passant en revue les factures mensuelles ensemble, comme nous avions l'habitude de le faire de temps en temps, j'ai remarqué un retrait en espèces de 800 €,
qu'elle a vaguement expliqué par des dépenses imprévues pour la maison, sans donner plus de détails. Et, quand j'ai insisté pour lui demander à quoi exactement cet argent avait servi, elle est devenue visiblement mal à l'aise, changeant rapidement de sujet pour parler de quelque chose lié à notre fils cadet. J'ai commencé à soupçonner qu'une partie de l'argent qu'elle gérait, l'argent que nous avions tous les deux gagné à la sueur de notre front au fil des années, était utilisé pour entretenir cet appartement, pour acheter ses nouveaux parfums. Ces robes spéciales qu'elle gardait pour ses rencontres secrètes. Cette idée, l'idée de financer sans le savoir ma propre trahison, m'a rempli d'un autre type de rage, différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Une rage froide, calculatrice, qui, au lieu de me faire perdre le contrôle, a renforcé ma détermination à mener ce plan à bien, jusqu'à ses ultimes conséquences. À ce stade, près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce déjeuner fatidique dans la cafétéria de l'entreprise. J'avais des photographies, des témoignages, des schémas de comportement documentés, des informations sur l'appartement loué, et même des indices de mouvement d'argent suspect. Je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. Mais Umberto, toujours prudent, a suggéré quelque chose qui, en fin de compte, a défini le cours de mon plan. Au lieu de confronter directement Marilla avec toutes ces preuves, nous devrions penser à un moyen pour que la vérité éclate au grand jour, de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper, nier ou manipuler la situation en sa faveur. Quelque chose qui, si possible, impliquerait à la fois elle et Danilo, en même temps. Face à face, sans aucune chance de coordonner leurs mensonges. Cette suggestion a planté dans mon esprit la graine de ce qui allait devenir le plan final. La confrontation qui mettrait fin à des mois, peut-être des années, de mensonges silencieux. Mais, avant d'en arriver là, je savais que je devais me préparer émotionnellement à ce qui allait arriver. Car, peu importe à quel point j'étais devenu froid et calculateur au cours de ces semaines d'enquête, au fond de moi, j'étais toujours un homme au cœur brisé, essayant de survivre à la trahison la plus profonde que j'ai jamais connue de toute ma vie. Les 2 semaines suivantes sont devenues un exercice d'endurance émotionnelle, que je n'aurais jamais imaginé devoir affronter. J'ai vécu 2 réalités parallèles. Celle du mari qui rentrait à la maison, dînait avec Marilla, et parlait de choses triviales, et celle de l'homme qui assemblait silencieusement le plan, qui finirait par exposer toute la vérité. Chaque nuit, avant de dormir, je passais mentalement en revue chaque détail, chaque preuve rassemblée, chaque étape qui restait à franchir. Tandis qu'à côté de moi, elle dormait avec la tranquillité de quelqu'un qui croit que son secret est parfaitement en sécurité. Umberto et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois au cours de cette période, peaufinant les détails de ce qui serait le plan final. L'idée que nous avons discutée, d'exposer Marilla et Danilo au même moment, sans aucune possibilité pour eux de coordonner une version commune des faits, nécessitait une organisation minutieuse. Nous ne pouvions pas simplement nous pointer à l'appartement un jour, et faire une scène qui, en plus d'être indigne, pourrait mal tourner de 1000 façons différentes, me faisant passer pour le méchant de l'histoire, au lieu de la victime que j'étais vraiment. C'est alors qu'une idée m'est venue. Une idée qui, au début, semblait presque cruelle dans sa précision, mais dont je me suis convaincu, au cours des jours suivants, quelle était la bonne façon de procéder. Chaque année, à la fin de ce mois-là, l'entreprise où nous travaillons organise un dîner de reconnaissance pour les employés méritants, un événement formel auquel participent à la fois les travailleurs et leurs partenaires, ou les membres proches de leur famille. Marilla m'avait toujours accompagné à ces événements au fil des ans. Et Danilo, en tant qu'employé relativement nouveau mais performant, avait également été invité pour la première fois cette année-là, d'après les commentaires que j'avais entendus au bureau. L'idée était simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Si je pouvais convaincre Danilo d'amener sa petite amie comme accompagnatrice à ce dîner, sans qu'aucun d'eux ne sache que je serais aussi présent avec ma propre femme. Le moment de la reconnaissance mutuelle se produirait devant des dizaines de témoins, dans un cadre formel où il serait impossible pour Marilla d'inventer une excuse de fortune, ou de faire une scène pour tout nier. La vérité se révélerait simplement d'elle-même, à l'instant exact où ils se verraient face à face, sans aucun avertissement. Pour que le plan fonctionne, j'avais besoin que Danilo décide de lui-même d'amener sa petite amie au dîner. Alors, lors d'une de nos conversations habituelles pendant le déjeuner, j'ai glissé ce commentaire de façon désinvolte, mentionnant que ce genre d'événement était parfait pour présenter une partenaire à ses collègues de travail. Que cela faisait bonne impression auprès des patrons de voir quelqu'un d'engagé et de stable dans sa vie personnelle. Danilo, toujours désireux de s'intégrer et de montrer qu'il réussissait dans tous les aspects de sa vie, a accueilli le conseil avec enthousiasme, me disant qu'il avait pensé à l'inviter, mais qu'il ne savait pas si elle accepterait de se rendre à un événement aussi formel. Je l'ai encouragé,
jouant le rôle du collègue plus âgé offrant de sages conseils, lui assurant que n'importe quelle femme se sentirait flattée d'être présentée dans un tel cadre, et que c'était un signe d'engagement sérieux. Chaque mot que je prononçais me coûtait un effort émotionnel énorme, car je savais exactement quelle ficelle de cette histoire j'étais en train de tirer. Mais je sentais aussi que c'était la seule façon d'obtenir la vérité complète, sans filtre, sans aucune possibilité de manipulation ultérieure. Pendant ce temps, à la maison, je devais aussi m'assurer que Marilla assisterait à ce même dîner, sans se douter de rien. Cela, heureusement, ne représentait pas un défi supplémentaire, car elle avait toujours aimé m'accompagner à ces événements. Elle aimait se mettre sur son 31, discuter avec les femmes de mes collègues, et se sentir impliquée dans ma vie professionnelle. Quand j'ai mentionné la date du dîner cette année-là, elle a immédiatement accepté, me demandant même à l'avance quelle robe elle devrait porter, sans se douter que cette nuit-là allait devenir la scène où sa double vie serait exposée à tous. Les jours précédant l'événement ont été, sans aucun doute, les plus tendus de tout ce processus. Je sentais que la moindre erreur, un regard soutenu un peu trop longtemps, une question posée de la mauvaise manière, pouvait amener Marilla à soupçonner que quelque chose n'allait pas, ruinant des mois de patience accumulés. Umberto me rappelait constamment de rester calme, d'agir de façon tout à fait normale, m'avertissant que tout changement brusque dans mon comportement pourrait me trahir, avant que le moment ne soit venu. Une nuit particulièrement difficile, Marilla s'est approchée de moi, alors que je faisais semblant d'examiner des documents de travail dans le salon, et m'a demandé directement si je traversais un problème, si quelque chose m'affectait dernièrement, car elle me trouvait distant. Différent de mon état habituel. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde, calculant rapidement comment répondre, sans éveiller les soupçons, mais aussi sans paraître complètement indifférent. Je lui ai dit que le travail avait été particulièrement exigeant dernièrement, qu'il y avait beaucoup de pression sur certains projets importants, et que cela m'épuisait un peu mentalement. Elle a semblé accepter l'explication, s'approchant pour me prendre dans ses bras, me disant que je devais mieux prendre soin de moi, de ne pas me surcharger de travail, et qu'elle était là pour me soutenir dans tout ce dont j'avais besoin. Recevoir cette étreinte, sentir son inquiétude sincère, même s'il s'agissait d'une inquiétude mêlée à la culpabilité silencieuse de quelqu'un qui vit son propre mensonge, a été l'un des moments les plus troublants émotionnellement de tout ce processus. Pendant un instant, j'ai ressenti le besoin de la confronter juste là, de mettre fin à l'angoisse de l'attente, de lui dire tout ce que je savais, et d'exiger des réponses immédiates. Mais je me suis rappelé le plan. Je me suis rappelé l'importance que la vérité soit exposée sans aucune possibilité de manipulation, et je me suis retenu, une fois de plus. À peine 3 jours avant le dîner, j'ai reçu un appel d'Umberto avec des informations qui ont ajouté une couche de tension supplémentaire à l'ensemble du plan. Son contact dans le quartier l'avait informé qu'au cours de cette même semaine, il avait remarqué une activité inhabituelle à l'appartement. Des cartons étaient déplacés, comme si quelqu'un emballait ses affaires. La possibilité que Marilla et Danilo prévoient de franchir une étape plus sérieuse dans leur relation, peut-être d'emménager ensemble ou d'officialiser leur lien d'une manière ou d'une autre, a créé un sentiment d'urgence que je n'avais pas ressenti jusqu'alors. Si cela se produisait avant le dîner de l'entreprise, tout notre plan s'effondrerait, car la confrontation perdrait l'effet de surprise dont nous avions si désespérément besoin. Nous avons alors décidé d'avancer légèrement certains détails de notre préparation, en nous assurant que tout serait prêt pour la nuit de l'événement, sans aucune marge d'erreur. Umberto a proposé d'être présent ce soir-là, non pas en tant qu'invité officiel, mais en observant discrètement depuis une distance de sécurité, prêt à intervenir ou à me soutenir émotionnellement, si la situation devenait trop intense pour que je puisse la gérer seul. La nuit précédant le dîner, je pouvais à peine dormir. Je suis resté éveillé pendant une grande partie de la nuit, rejouant encore et encore dans mon esprit comment l'événement allait se dérouler. Ce que je dirais exactement au moment de la confrontation, comment Marilla réagirait en étant découverte devant tant de témoins. J'ai imaginé des dizaines de scénarios différents. Certains où elle s'effondrerait en larmes en demandant pardon. D'autres où elle essaierait de tout nier jusqu'à la toute dernière seconde, même avec les preuves sous ses yeux. À côté de moi, Marilla dormait profondément, complètement ignorante de la tempête qui allait éclater dans moins de 24 heures. Je la regardais dans l'obscurité de notre chambre, son visage détendu, sa respiration calme, et j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de détermination. Cette femme, avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie, était sur le point de faire face aux conséquences de ses décisions. Et moi, après des semaines de douleurs silencieuses, j'étais sur le point de reprendre le contrôle de ma propre histoire. Le matin, pendant que nous nous préparions chacun pour nos activités de la journée,
Marilla a mentionné avec enthousiasme qu'elle avait déjà préparé sa robe pour le dîner de ce soir-là, et qu'elle avait hâte de revoir les femmes de mes collègues. Après tant de temps sans les avoir croisées lors d'un événement social. J'ai hoché la tête, j'ai souri quand il le fallait, mais à l'intérieur, je sentais que chaque minute qui passait nous rapprochait inévitablement du moment qui allait changer le cours de nos vies pour toujours. Cette nuit-là, la vérité éclaterait enfin. Sans retour en arrière possible, sans plus aucune place pour les mensonges. La nuit du dîner est arrivée, enveloppée d'une tension que je sentais installée dans chaque muscle de mon corps. Je me suis habillé en silence devant le miroir, ajustant ma cravate avec des mains que j'arrivais à peine à garder stables, pendant que Marilla finissait de se préparer dans la salle de bain, fredonnant une chanson qu'elle écoutait sur son téléphone. Complètement inconsciente de ce qui était sur le point de se produire. La voir si calme, si insouciante, m'a rempli d'un mélange d'admiration pour ses talents d'actrice, et d'une profonde tristesse pour tout ce que nous étions sur le point de perdre. Nous avons quitté la maison vers 19h. Nous avons conduit jusqu'à la salle de réception, où l'entreprise avait organisé le dîner de reconnaissance cette année-là, un endroit élégant dans le centre-ville, que nous avions l'habitude de fréquenter chaque fois qu'il y avait une célébration corporative importante. Pendant le trajet, Marilla a discuté avec animation des personnes qui seraient présentes, me posant des questions sur de nouveaux collègues dont elle avait entendu parler, sans se douter qu'un de ces nouveaux collègues était, en fait, l'homme avec qui elle construisait une relation parallèle à notre mariage depuis des mois. Nous sommes arrivés dans la salle et, comme de coutume, nous avons commencé à saluer les collègues et leurs conjoints, échangeant les politesses habituelles de ce genre d'événement. Umberto, fidèle à sa parole, était déjà là, près du bar, observant tout discrètement tout en discutant avec d'autres collègues, prêt à intervenir si la situation l'exigeait. Nous avons échangé un bref regard, presque imperceptible pour quiconque d'autre. Mais, pour moi, c'était la confirmation silencieuse que le plan suivait toujours son cours. Près de 40 minutes se sont écoulées après notre arrivée. Des minutes pendant lesquelles j'ai senti chaque seconde s'étirer indéfiniment, observant l'entrée principale de la salle chaque fois que quelqu'un de nouveau franchissait la porte, attendant le moment où Danilo apparaîtrait avec son accompagnatrice. Marilla, quant à elle, discutait joyeusement avec la femme de l'un de mes plus proches collègues, riant d'un commentaire, complètement détendu, sans avoir la moindre idée de la bombe à retardement qui approchait. Et puis, enfin, je l'ai vu. Danilo a franchi la porte principale, vêtu d'un costume qu'il avait clairement choisi avec soin pour l'occasion, affichant le sourire nerveux de celui qui s'apprête à présenter formellement sa partenaire, dans un nouvel environnement. Et, à ses côtés, lui tenant le bras, vêtu d'une tenue élégante que je n'avais jamais vue de ma vie, marchait Marilla. Non, attendez, ce n'était pas Marilla. Mon cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde, avant que mon cerveau ne traite correctement ce que mes yeux voyaient. La femme qui accompagnait Danilo n'était pas ma femme. C'était quelqu'un d'autre. Une femme qui avait effectivement une certaine ressemblance physique avec Marilla, de loin. Même carrure, même couleur de cheveux, mais qui, en s'approchant, n'était définitivement pas elle. J'ai senti une confusion instantanée m'envahir. Un mélange de soulagement et de perplexité que je ne savais pas comment gérer. J'ai cherché Marilla du regard, elle discutait toujours calmement à quelques mètres de là, n'ayant même pas remarqué l'arrivée de Danilo. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui se passait, comment cela s'accordait avec toutes les preuves que j'avais rassemblées pendant des semaines. Je me suis excusé auprès du groupe avec lequel j'étais, et j'ai marché directement vers Umberto, qui avait également remarqué la situation, la même surprise se reflétant sur son visage. Ce n'est pas Marilla, ai chuchoté, sentant que tout le plan que nous avions élaboré pendant des semaines s'effondrait en quelques secondes. Umberto, cependant, est resté calme, suggérant que nous nous approchions discrètement pour écouter la conversation, afin de comprendre qui était vraiment cette femme, et quel était son lien avec toute cette histoire. Nous nous sommes suffisamment rapprochés, feignant d'être plongés dans une conversation informelle près de la table des apéritifs. Assez près pour surprendre des bribes de ce que Danilo disait à sa compagne, la présentant à quelques collègues comme sa petite amie, et mentionnant son nom, Ernestina. Ce nom ne signifiait absolument rien pour moi. Il ne correspondait à aucune des personnes impliquées dans toute l'enquête que j'avais menée au cours des dernières semaines. Une confusion totale m'a submergé. Avais-je suivi la mauvaise piste pendant tout ce temps? Était-il possible que la femme de l'appartement, celle que Vilma et le voisin d'Umberto avaient décrite, ressemblait simplement à Marilla, sans que ce soit vraiment elle? Mais, je me suis alors souvenu de la photographie d'origine,
celle que Danilo m'avait montrée ce premier jour dans la cafétéria de l'entreprise. Cette image que j'avais reconnue, sans l'ombre d'un doute, comme étant notre propre cuisine, avec les carreaux blancs, le rideau jaune, la coupe à fruits en céramique que j'avais moi-même offerte à Marilla. J'ai alors décidé d'agir avec prudence, en approchant Danilo directement, sous prétexte de le saluer, et de le féliciter d'avoir amené sa partenaire à l'événement. Quand je me suis présenté à Ernestina, j'ai observé chaque détail de son visage, cherchant un lien, une ressemblance allant au-delà de l'aspect superficiel que j'avais remarqué de loin. Et puis, alors que nous discutions brièvement, elle a mentionné quelque chose qui a complètement changé le cours de mes pensées. Elle a dit qu'elle vivait avec sa sœur aînée, dans un appartement qu'elles avaient loué ensemble il y a quelques mois, le temps de régler quelques problèmes familiaux concernant leur précédente maison. J'ai senti les pièces commencer à se réorganiser dans ma tête à une vitesse vertigineuse. J'ai demandé, d'un ton désinvolte, le nom de sa sœur, et quand Ernestina l'a prononcé, j'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Marilla. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai demandé, en essayant de garder ma voix stable, si sa sœur serait aussi présente ce soir-là. Et Ernestina a répondu, avec le plus grand naturel, que sa sœur aînée, Marilla, ne pouvait pas se joindre à eux, car elle avait un engagement familial ce soir-là, quelque chose en rapport avec son mari et un dîner de travail. À cet instant, tout le puzzle s'est complètement réorganisé devant moi, révélant une vérité que je n'avais jamais envisagée durant toutes mes semaines d'enquête. Marilla avait une sœur, quelqu'un dont je ne savais pratiquement rien, car, comme elle me l'avait dit des années auparavant, elle s'était profondément éloignée après la mort de leurs parents. Une séparation qui, d'après les rares fois où nous avions abordé le sujet, était due à des désaccords sur un héritage, et à des décisions familiales que je n'avais jamais totalement comprises. Marilla ne m'avait jamais dit qu'elle avait repris contact avec sa sœur. Elle ne m'avait jamais dit que sa sœur s'appelait Ernestina, ni qu'elle vivait désormais près de chez nous. Dans ce même appartement que je surveillais depuis des semaines, convaincu qu'il était le théâtre d'une trahison, je comprenais maintenant qu'elle n'avait, peut-être, jamais existé de la manière dont je l'avais imaginé. Le sol sous mes pieds me semblait complètement instable. Si la femme de l'appartement était Ernestina, la sœur de Marilla, alors, qui était exactement la femme sur la photo que Danilo m'avait montrée ce premier jour? J'ai repensé à cette image, à la cuisine que j'avais reconnue sans l'ombre d'un doute, au visage souriant que j'avais identifié comme étant celui de ma femme. Ernestina pouvait-elle ressembler à Marilla, au point que je me sois trompé depuis le début? Ou y avait-il une explication complètement différente, que je n'avais pas encore réussi à déchiffrer? J'ai cherché Umberto du regard, sentant que j'avais désespérément besoin d'un moment pour digérer toutes ces nouvelles informations, avant de commettre une erreur qui pourrait ruiner mon mariage sur la base de fausses conclusions. Nous nous sommes discrètement retirés dans un coin moins bondé de la salle, et je lui ai raconté rapidement ce que je venais de découvrir. Son expression reflétait la même confusion que la mienne, mais aussi une détermination renouvelée. Il faut qu'on parle à Danilo directement, tout de suite, avant que la soirée ne se termine. Il faut qu'on revoie cette photo, calmement, et il faut qu'il nous explique exactement qui est cette femme. Le cœur battant à tout rompre, rempli d'un mélange d'espoir et de peur que je n'avais jamais ressenti auparavant, je suis retourné vers l'endroit où se trouvait Danilo, bien décidé à aller au fond de cette histoire le soir même. Peu importe ce que la vérité finirait par révéler sur ma femme, sur notre mariage, et sur les semaines d'angoisse silencieuse que j'avais portées seul, persuadé que j'étais sur le point de découvrir la pire trahison de ma vie. J'ai trouvé Danilo près de la table des boissons, toujours avec Ernestina à ses côtés, tous deux discutant avec animation de choses banales, avec un groupe de collègues. Je lui ai demandé aussi discrètement que possible si nous pouvions parler seuls un instant, inventant une excuse à propos d'une question de travail en suspens. Il a accepté sans aucune méfiance, s'excusant auprès d'Ernestina, avant de me suivre dans un couloir latéral de la salle, plus calme et à l'écart du bruit de la fête. Je lui ai demandé, en essayant de paraître aussi naturel que possible malgré le tumulte qui m'habitait, de me montrer à nouveau cette photo qu'il m'avait montrée des semaines auparavant, dans la cafétéria de l'entreprise, celle de la femme dans la cuisine. Il m'a regardé avec une certaine surprise, me demandant pourquoi je voulais la revoir après si longtemps. Mais, il s'est exécuté, sortant son téléphone et cherchant l'image dans sa galerie. Quand il l'a finalement trouvée et me l'a montrée, je l'ai regardée avec beaucoup plus d'attention que la première fois, où le choc initial m'avait à peine permis de traiter clairement les détails. C'était la même cuisine, aucun doute là-dessus, les mêmes carreaux blancs, le même rideau jaune, la même coupe à fruits en céramique. Mais le visage de la femme,
maintenant que je l'examinais calmement et sans le poids dévastateur de la première impression, présentait de subtiles différences, que je n'avais pas été capable de distinguer à l'époque. Le nez était légèrement différent. Les sourcils étaient plus fournis, et il y avait une petite cicatrice près du sourcil gauche, que Marilla n'avait jamais eue. J'ai demandé à Danilo, le cœur battant, si la femme sur la photo était Ernestina, la personne qu'il m'avait présentée ce soir comme sa petite amie. Il a hoché la tête, confus par ma question, me disant que, bien sûr, c'était la seule femme qu'il fréquentait depuis des mois. Je lui ai alors demandé s'il savait quoi que ce soit sur la famille d'Ernestina, sur l'endroit où elle vivait exactement, sur les détails de l'appartement de la photo. Danilo a expliqué, inconscient de la véritable importance de chaque mot qu'il prononçait, qu'Ernestina lui avait dit que la cuisine appartenait à la maison de sa sœur aînée. Une femme avec qui elle était en froid depuis des années, en raison de problèmes familiaux liés à l'héritage de leurs parents. Mais, qu'elles avaient récemment commencé à se réconcilier lentement, en secret, car la sœur aînée craignait que son mari n'approuve pas cette réconciliation, en raison de vieilles rancunes liées à cette même dispute familiale. J'ai senti chacun des mots de Danilo me tomber dessus comme un seau d'eau froide. Mais, pas de la manière dévastatrice que j'avais imaginée pendant des semaines. D'une manière complètement différente, remplie d'une onde profonde qui commençait à s'emparer de ma poitrine. Marilla ne m'avait jamais dit qu'elle avait repris contact avec Ernestina. Et, maintenant, je comprenais pourquoi. Moi-même, lors de diverses conversations au fil des ans, j'avais clairement exprimé ma position sur cette dispute familiale, sur la façon dont je considérais qu'Ernestina avait agi de manière injuste concernant l'héritage de leurs parents, allant même, à l'époque, jusqu'à faire pression sur Marilla pour qu'elle coupe les ponts avec elle. Ma femme, coincée entre l'amour pour sa sœur et le respect de mes sentiments, sur un sujet que j'avais transformé en une sorte de limite tacite dans notre mariage, avait décidé de se réconcilier en secret, sans rien me dire. Elle craignait probablement ma réaction, ma possible déception, ou ma colère en découvrant qu'elle reprenait une relation que j'avais ouvertement critiquée par le passé. Cela expliquait les retraits d'argent liquide que j'avais remarqués sur nos comptes. C'était probablement de l'argent que Marilla utilisait pour aider sa sœur, qui, selon ce que Danilo m'avait dit, traversait des difficultés financières qui l'avaient amené à avoir besoin de cet appartement loué temporairement, pendant qu'elle réglait sa situation. Cela expliquait aussi les réunions secrètes les mardis et jeudis, les messages qu'elle demandait de ne pas recevoir sans préavis d'Ernestina, probablement pour m'empêcher de découvrir les appels d'une manière ou d'une autre, et de commencer à poser des questions embarrassantes. Cela expliquait le message que j'avais entrevu sur son téléphone, « Tu me manques déjà ». À mardi. Des mots que je comprenais maintenant, qui pouvaient parfaitement venir d'une sœur reconstruisant un lien perdu, et non d'un amant clandestin. J'ai senti mes jambes faiblir légèrement, un mélange écrasant de soulagement et de honte profonde m'envahissant complètement. J'ai remercié Danilo pour l'information, m'excusant maladroitement pour la confusion, incapable de vraiment lui expliquer de quoi il retournait, et je suis retourné dans la salle principale, l'esprit complètement retourné, essayant de mettre de l'ordre dans toutes ces nouvelles découvertes. J'ai trouvé Umberto, qui m'attendait avec impatience, et je lui ai raconté tout ce que je venais d'apprendre. Son expression est passée de la surprise initiale à un mélange de soulagement et d'inquiétude sincère, me rappelant que, même si la trahison que nous avions imaginée pendant des semaines n'avait probablement jamais existé, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas un vrai problème dans mon mariage. Le problème de la communication, des secrets gardés, des sujets que nous avions tous deux évité d'aborder ouvertement pendant des années. Tout en assimilant tout cela, j'ai cherché Marilla parmi les invités, et je l'ai trouvée discutant calmement, complètement inconsciente de la tempête émotionnelle que je venais de traverser en l'espace de quelques minutes. Je l'ai observée un long moment, ressentant un mélange compliqué d'amour ravivé, de profond soulagement, et, en même temps, une tristesse sincère à l'idée que ma propre rigidité, concernant le sujet de sa sœur, avait probablement été la raison principale pour laquelle elle avait décidé de me cacher quelque chose d'aussi important dans sa vie. J'ai décidé, à cet instant, que je ne pouvais pas attendre de rentrer à la maison pour éclaircir tout cela. J'avais besoin de lui parler le soir même si c'était discrètement, à l'écart du bruit de l'événement. Je me suis approché d'elle lentement, et, quand nos regards se sont croisés, je lui ai demandé doucement si nous pouvions sortir un moment dans le jardin de la salle, prétextant que j'avais besoin de prendre l'air. Elle a accepté, sans rien soupçonner de bizarre, me suivant vers l'espace extérieur du bâtiment, où les lumières tamisées et le calme relatif nous offraient un peu d'intimité, loin des autres invités. Une fois sur place, j'ai pris une grande inspiration, essayant de trouver les mots justes pour entamer une conversation que je savais difficile, douloureuse,
mais absolument nécessaire après tout ce que j'avais traversé ces dernières semaines. Marilla, ai-je commencé, sentant ma voix trembler légèrement malgré mes efforts pour la garder stable, il faut que je te parle de quelque chose que j'ai gardé pour moi, et j'ai besoin que tu me parles, avec une totale honnêteté, de quelque chose que je pense que tu me caches. J'ai vu son expression changer instantanément, passant du calme détendu de la fête à une vigilance prudente, comme si elle sentait, d'une manière ou d'une autre, que la conversation qui allait commencer toucherait une corde profondément sensible pour nous deux. « De quoi parles-tu, Éloi » a-t-elle demandé, la voix légèrement hésitante, ses yeux cherchant les miens avec un mélange de confusion et, je le remarquais maintenant clairement, un éclair de peur sincère. Et, à cet instant, sous les lumières tamisées du jardin, entouré par le murmure lointain de la fête qui continuait dans la salle, j'ai su que le moment était venu de tout lui raconter. La photographie, les semaines d'enquête, la douleur silencieuse que j'avais portée seule, et la vérité que je venais enfin de découvrir, ce soir-là, sur Ernestina, sur l'appartement, sur tout ce qu'elle m'avait caché par peur de ma propre réaction. Marilla est restée silencieuse pendant quelques secondes, qui m'ont paru être une éternité. Son regard était fixé sur moi, essayant de comprendre exactement ce que je savais, et où cette conversation nous menait. J'ai pris une grande respiration, et j'ai commencé à tout lui raconter depuis le début. Ce déjeuner avec Danilo, la photographie que j'avais reconnue comme étant notre cuisine, son message arrivant à ce moment précis pour me demander si je rentrerais tard, et la décision que j'avais prise cet après-midi-là de ne pas la confronter de manière impulsive, mais d'enquêter en silence. Avant de tirer des conclusions hâtives. J'ai vu son visage passer par différentes expressions, au fur et à mesure que je parlais, la surprise, l'incrédulité, et enfin, quand j'ai mentionné le nom d'Ernestina et l'appartement loué, un mélange de soulagement et de honte profonde. Une honte que je reconnaissais, car c'était exactement ce que j'avais ressenti, quelques minutes auparavant. Quand j'ai fini de parler, elle s'est couvert le visage avec ses mains pendant un moment, et quand elle les a abaissés, ses yeux étaient pleins de larmes. « Éloi, pardonne-moi » a-t-elle commencé, la voix brisée. « Tu as raison. Je vois Ernestina depuis presque 3 mois. Elle m'a cherché après tant d'années. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus porter le poids de cette dispute sur l'héritage, que je lui manquais, que j'étais la seule famille qui lui restait, à part moi. Et elle m'a manqué aussi, Éloi. Beaucoup. Mais, je savais ce que tu pensais d'elle. J'ai entendu tant de fois ce que tu pensais de la façon dont elle m'avait traité, ainsi que mes parents, pendant ces années. Et, j'avais peur. J'avais peur que tu te mettes en colère, que tu aies l'impression que je trahissais ta confiance. En reprenant cette relation sans t'en parler d'abord. Elle m'a ensuite raconté les détails qui bouclaient la boucle de cette histoire. Comment Ernestina, traversant des difficultés financières après un récent divorce, avait eu besoin d'aide pour louer un endroit temporaire, le temps de régler sa situation. Et comment Marilla, sentant qu'après tant d'années de séparation, elle pouvait enfin reconstruire quelque chose avec sa seule sœur, avait décidé de l'aider financièrement, sans rien me dire. Elle a utilisé une partie de nos économies pour couvrir quelques mois de cet appartement. Exactement ces 800 € que j'avais notés dans nos comptes, et qu'elle n'avait pas su expliquer sans révéler tout le secret. Les rencontres les mardis et jeudis étaient, en effet, des visites à sa sœur. Des moments où elles essayaient toutes les deux de reconstruire leurs liens perdus, parlant des années perdues, de leurs parents décédés, guérissant des blessures qui étaient restées ouvertes pendant plus d'une décennie. Le parfum différent, la robe spéciale, tout avait une explication que je n'aurais jamais imaginée. Marilla voulait se sentir bien dans sa peau lors de ces rencontres. Elle voulait que ces moments avec sa sœur soient spéciaux après tant de temps de séparation, une façon silencieuse de célébrer la réconciliation qu'elle construisait lentement. Je lui ai alors avoué, avec une honnêteté qui m'a aussi été très difficile à exprimer, que pendant ces semaines, j'en étais venu à soupçonner quelque chose de complètement différent. Quelque chose de beaucoup plus douloureux, et que j'avais mené l'enquête, suivi des pistes, et même discrètement sollicité de l'aide pour confirmer mes soupçons. Marilla a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu terminé, elle a laissé échapper un rire à travers ses larmes, un étrange mélange de soulagement et de honte partagée. « Tu as cru que je te trompais » a-t-elle dit, non pas comme une question, mais comme une déclaration douloureuse qu'elle comprenait enfin dans sa totalité. J'ai hoché la tête, sentant mes propres larmes menacées de couler. J'ai vu la photo, Marilla. J'ai vu notre cuisine sur le téléphone de Danilo. J'ai reçu ton message, au moment exact où il me la montrait. Je ne savais pas quoi penser d'autre. Elle s'est alors approchée, et m'a serré fort dans ses bras.
Une étreinte qui semblait différente de toutes les précédentes, remplie d'une compréhension mutuelle qu'aucun de nous n'avait prévu de trouver, ce soir-là. Nous avons parlé pendant près d'1 heure encore dans ce jardin, loin du bruit de la fête, reconstituant tout ce que nous avions vécu séparément, pendant ces semaines de silence et de secrets croisés. Je me suis excusé d'avoir douté d'elle, d'avoir soupçonné le pire, sans lui avoir donné l'occasion de s'expliquer dès le début. Elle, à son tour, s'est excusée de m'avoir caché quelque chose d'aussi important, reconnaissant que la véritable erreur avait été le silence, le manque de confiance pour parler ouvertement d'un sujet qui, bien que sensible, méritait une conversation honnête entre nous, depuis des années. Cette nuit-là a marqué, de manière inattendue, un nouveau départ pour notre mariage. Dans les jours qui ont suivi, nous avons décidé de nous asseoir ensemble pour parler d'Ernestina, de l'héritage, et de toute la rancœur que j'avais portée pendant des années, sans vraiment comprendre toute la complexité de la situation familiale de Marilla. J'ai reconnu, après avoir écouté calmement la version complète des faits, que ma position avait été injuste à bien des égards, basée sur des jugements hâtifs concernant une dispute familiale, dont je ne connaissais qu'un seul côté de l'histoire. J'ai invité Marilla à me présenter formellement à Ernestina, ce qui s'est produit quelques semaines plus tard, lors d'un déjeuner tranquille dans notre propre maison. Ce fut une rencontre gênante au début, chargée d'années de distance et de ressentiments non résolus. Mais, ce fut aussi le début d'une réconciliation plus large, une réconciliation dans laquelle j'ai dû apprendre à laisser de côté les vieux jugements, et à permettre à ma femme de reconstruire, sans restriction, le lien avec sa sœur unique. Avec Danilo, les choses ont aussi trouvé leur propre chemin. Je ne lui ai jamais dit la vraie raison de mes questions insistantes sur sa relation avec Ernestina, préférant garder cette partie de l'histoire pour moi, et pour Umberto, qui, après tout ce processus, est devenu un confident encore plus proche qu'il ne l'était déjà. Avec le temps, Danilo et Ernestina ont officialisé leur relation. Et curieusement, nous avons fini par nous croiser lors de réunions familiales occasionnelles, puisqu'ils faisaient désormais partie, d'une certaine manière, de la famille élargie de ma femme. J'ai tiré de tout cet épisode une leçon que je garderai en moi pour le reste de ma vie: les apparences et les coïncidences peuvent construire des histoires complètement fausses dans nos esprits, si nous ne nous donnons pas la chance de chercher la vérité tout entière. Avant de tirer des conclusions définitives. J'ai aussi appris que le silence, même lorsqu'il naît de la peur de blesser l'autre ou de créer un conflit, peut être aussi dommageable que n'importe quel mensonge délibéré, car il laisse la place à l'imagination, pour construire des scénarios bien plus douloureux que la réalité elle-même. Marilla et moi, après 22 ans de mariage, avons découvert cette nuit-là, dans le jardin, que nous avions encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, que la confiance nécessite un entretien constant, des conversations honnêtes, et une volonté d'écouter sans juger, avant d'agir. Aujourd'hui, des mois après ce déjeuner qui a, ne serait-ce que temporairement, complètement changé ma perception de mon mariage, je peux dire avec une totale honnêteté que notre relation est sortie plus forte de cette expérience, et non pas plus faible. Chaque mardi et jeudi, Marilla rend toujours visite à sa sœur. Mais maintenant, elle le fait ouvertement, m'invitant même parfois à l'accompagner. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir se produire, après tant d'années de ressentiment silencieux de ma part. Et chaque fois que je me souviens de ce jour, à la cafétéria de l'entreprise, où Danilo a tourné son téléphone vers moi, montrant une photo qui a failli détruire la confiance bâtie sur plus de 2 décennies, je comprends que, parfois, la vie nous confronte à nos pires soupçons. Non pas pour les confirmer, mais pour nous enseigner la valeur d'une communication honnête, et pour nous montrer à quel point nous pouvons être proches de perdre quelque chose de précieux, simplement pour ne pas avoir osé poser de questions, avant de supposer le pire.